retrouvez sur la RTG. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Premier ministre chef du gouvernement a procédé ce lundi au lancement des travaux de la cité administrative de Koloma. La réalisation de l'édifice va coûter 200 millions de dollars, une initiative du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. La directrice régionale des opérations de la Banque mondiale en séjour de travail en Guinée. Son institution finance le projet Eau de Guinée pour 30 millions de dollars. Elle était sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Nous irons également au Burkina Faso où la 28e édition de FESPACO se poursuit. Cinéma d'Afrique et culture de la paix est le thème de l'édition 2023. La Guinée est présente à ce grand rendez-vous du cinéma africain. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. Tout d'abord, ce communiqué de la primature. Le gouvernement a appris par voie de presse un communiqué signé du Forum des forces vives de Guinée appelant à une marche le 9 mars 2023. Le Premier ministre chef du gouvernement rappelle que le seul espace d'échange avec tous les acteurs politiques et de la société civile sur la vie de la nation est le cadre de dialogue inclusif interguinéen créé par décret D 2022-0427 PRG CNRD SGG du 9 septembre 2022 et placé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement. Toutefois, conformément à la politique de la main tendue du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le Premier ministre, dans sa mission de rassembler les Guinéennes et les Guinéens en vue de consolider la cohésion et l'unité nationale, invite l'ensemble des acteurs sociopolitiques réunis au sein du Forum des forces vives de Guinée à une rencontre ce mardi 28 février 2023 à 13h à la primature. Compte tenu de l'importance des sujets à débattre, la présence de tous les acteurs concernés est vivement souhaitée. Le Premier ministre chef du gouvernement, dans un esprit d'ouverture, réaffirme la ferme volonté du gouvernement d'œuvrer au maintien de la quiétude sociale dans le pays. Conakry, le 27 février 2022, la primature. Le Premier ministre, donc chef du gouvernement, a procédé ce lundi à la pose de la première pierre de la cité administrative de Koloma. 12 bâtiments de R+7 seront bâtis sur une superficie de 7,9 hectares. Coût de réalisation 200 millions de dollars pour une durée de 24 mois. Compte rendu, Hadi Kamara du bureau de presse de la primature. Au centre directionnel de Koloma, dans la commune de Ratoma, le Premier ministre en compagnie du ministre secrétaire général du gouvernement, colonel Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, Guiba Diakité, procèdent à la pose de la première pierre des travaux de construction de la cité administrative de Koloma. C'est une initiative du président de la transition, président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, qui veut faire de ce site et de son architecture le socle de la modernité. Ce projet est porté par la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière qui est engagée dans un processus de modernisation des bâtiments administratifs. La cité administrative de Koloma a un quadruple objectif. Faciliter la vie des usagers et des opérateurs économiques. Simplifier la vie de tout le personnel au service de l'État en offrant des conditions de travail modernes et adaptées. Bonifier et maximiser les ressources publiques en faisant des économies considérables sur les charges locatives, lutter contre la fraude et la corruption comme premier support de la digitalisation des procédures administratives. Notre cité administrative de Koloma, c'est une superficie de 7,9 hectares, un complexe immobilier comportant 12 bâtiments R+7, dits intelligents et modernes, pour 2500 bureaux. Voici la maquette de la cité administrative de Koloma. C'est une construction d'une identité républicaine, une mutation cristallisée autour de la mise en application des orientations du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qui déploie une vision ambitieuse, capable de répondre aux enjeux du monde contemporain. L'importance de ce projet pour la Guinée implique une grande responsabilité. Une responsabilité que ACC s'engage à respecter. C'est pour ces raisons que nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration et en toute transparence avec tous les partis concernés afin de garantir une compréhension mutuelle et une confiance continue pour surmonter tous les défis qui se présenteront et assurer le succès de ce projet. Nous sommes fiers et honorés
d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous notre entrain pour la réalisation de la cité administrative de Koloma. Et nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement de Guinée pour cette opportunité. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, très dévoué à l'excellence de la chose publique et ouvert aux problèmes du développement économique et social, exprime d'abord sa gratitude à l'endroit du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, avant de souligner que le CNRD fait feu de tout bois pour doter la Guinée d'infrastructures de qualité. Au nom du président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, à la pose de la première pierre de la construction de la cité administrative de Koloma. Ce projet structurant est avant tout un projet de développement. Il va occuper une place prépondérante dans le paysage architectural et urbanistique de Conakry. Qu'il s'agisse d'habitat ou de services publics, la situation de la Guinée a besoin de grandes opérations de construction de ce type. Ce projet illustre à la fois les ambitions et le pragmatisme d'un homme pour son pays, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Pour avoir une perception de la haute portée que le président de la transition a pour la réalisation des infrastructures de souveraineté. Je vous fais cette confidence qui est en quelque sorte étant une interpellation en ces termes. Monsieur le Premier ministre, la terre appartient à l'État, mais l'État n'est pas dans sa propre maison. Où est donc notre indépendance vis-à-vis du propriétaire? Nous devons construire une cité administrative pour loger les services de l'État, tant en Guinée, mais aussi dans la réhabilitation de certaines de nos ambassades, dont malheureusement certains sont spoliés par des administrateurs véreux. Pour le CNRD et son président, nous devons reconquérir notre souveraineté partout. C'est le sens de la refondation. Pour ce projet-ci, je peux vous témoigner ici de l'attention toute particulière que le président patriote accorde à la réalisation des travaux de construction de la cité administrative dans un délai record. Ce challenge doit nous motiver tous dans la mise en œuvre des procédures et moyens nécessaires au développement de ce projet qui vient aussi renforcer la modernisation et l'extension du patrimoine bâti de l'État sous le CNRD. La recherche de nouveaux styles de vie est fondamentale dans les réalisations architecturales. C'est dans ce cadre que le Premier ministre, au mois d'octobre dernier, mandaté par le président de la transition, s'est rendu au Bénin pour s'inspirer du modèle de construction administrative béninoise. Ayant opté pour la qualité, le gouvernement Goumou choisit ce style adapté à la vie des temps modernes, comme pour dire que le CNRD a une ambition pour la Guinée, une ambition bâtie autour d'une vision qui transcende les générations. Nous revenons encore sur ce communiqué de la primature. Le gouvernement a pris par voie de presse un communiqué signé du Forum des forces vives de Guinée appelant à une marche le 9 mars 2023. Le Premier ministre chef du gouvernement rappelle que le seul espace d'échange avec tous les acteurs politiques et de la société civile sur la vie de la nation est le cadre de dialogue inclusif interguinéen créé par décret D 2022 0427 PRG CNRD SGG du 9 septembre 2022 et placé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement. Toutefois, conformément à la politique de la main tendue du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le Premier ministre, dans sa mission de rassembler les Guinéennes et Guinéens en vue de consolider la cohésion et l'unité nationale, invite l'ensemble des acteurs sociopolitiques
réunis au sein du Forum des forces vives de Guinée à une rencontre ce mardi 28 février 2023 à 13h à la primature. Compte tenu de l'importance des sujets à débattre, la présence de tous les acteurs concernés est vivement souhaitée. Le Premier ministre chef du gouvernement, dans un esprit d'ouverture, réaffirme la ferme volonté du gouvernement d'œuvrer au maintien de la quiétude sociale dans le pays. Conakry le 27 février 2023, la primature. Dans l'actualité encore, il y a cette opération de récupération d'un domaine de l'État à Kamsara pour la construction de 800 logements pour les travailleurs de la CBG, un déguerpissement d'intérêt public qui vise à mettre fin aux tracasseries liées à l'accès au logement. Fodé Camara. À Boké, dans la sous-préfecture de Kamsar, derrière l'hôpital Anaïm, l'opération de démolition de la cité Bruxelles est lancée. Sur ce site, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières compte ouvrir un projet de construction de 800 logements. Nous avons pris l'initiative de déguerpir la cité Bruxelles. C'est par rapport au projet que nous avons envisagé, les 800 logements. Et à Sangaredi, tout comme à Kamsar, pour loger les travailleurs de CBG et des multi-utilisateurs. Et par rapport à Kamsar, nous n'avons plus d'espace, donc il fallait l'initier et le faire exécuter dans un bref délai. Exécuté avec l'appui des services déconcentrés du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire de la région de Boké, cette opération d'utilité publique vise à offrir plus de commodités aux futurs acquéreurs. Autre enjeu, mettre fin à l'occupation anarchique de ce domaine qui abritait l'une des plus vieilles cités de Kamsar. Si vous regardez l'état du lieu et les constructions qui existaient ici, vraiment c'est déplorable. Si on veut changer vraiment l'image de la cité, l'image de nos villes, et quand on regarde ce qui existait ici, vraiment on pouvait commencer par là. Les activités là ne sont pas dirigées contre quelqu'un. Et les domaines de l'État restent les domaines de l'État. Ça doit continuer. Il y a beaucoup de listes concernant les domaines de l'État occupés anarchiquement à Kamsar. Donc cette fois-ci, on a fait le coup d'envoi au Bruxelles. À 6 heures déjà, on était en éveil, on était sur le terrain. Mais bien avant, il y a bel et bien eu des sensibilisations. Parce que si on te dit, là, ça c'est le terrain de l'État, vraiment, il faut laisser tomber le coin, tu vas ailleurs pour construire. Sinon, c'est des cas toujours qui vont revenir sur la table. La réalisation de ce projet de 800 logements va contribuer à changer le paysage architectural de Kamsar et Sangaredi, deux grandes agglomérations confrontées à des défis sociaux liés notamment à l'accès au logement décent. Pendant ce temps, la directrice régionale des opérations de la Banque mondiale est en séjour de travail en Guinée. Coralie Gévers est venue évaluer les acquis du projet Eau de Guinée, financé à hauteur de 30 millions de dollars par son institution. Ce lundi, en compagnie du ministre de l'Énergie et celui de l'Économie, elle s'est rendue à la Sigmadina où de gros travaux de remplacement de la conduite d'eau sont en cours. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Matam est l'une des communes du pays où l'accès à l'eau potable est de plus en plus difficile. Depuis plus de 30 ans, certains quartiers n'ont pas connu une goutte d'eau dans les robinets. Une situation insoutenable pour les habitants qui a poussé le projet urbain Eau de Guinée Pueg à orienter 80% de son investissement dans cette commune. De gros travaux sont ainsi lancés pour changer les conduites d'eau. D'où la visite de cette délégation gouvernementale et la directrice régionale de la Banque mondiale pour toucher du doigt les réalités de terrain à la Sigmadina, un des quartiers bénéficiaires. Nous avons été très heureux de visiter les travaux réalisés par les personnes derrière moi. Nous sommes en train de financer le remplacement de conduites d'eau dans ce quartier qui n'a pas eu de l'eau depuis des décennies,
près de 30 ans en fait, et c'est lié au fait qu'il n'y a plus assez de pression d'eau, il n'y a plus assez de disponibilité d'eau non plus. Aujourd'hui, les travaux sont à un niveau de réalisation très appréciable. Donc ce ne sont pas ces chiffres-là qui nous importent tellement pour dire que le projet est à 50%, 60%, 70%. C'est in fine, à la fin des travaux, qu'on puisse ouvrir le robinet et savoir que les populations bénéficiaires aient l'eau potable au niveau des différents robinets. Aujourd'hui, plusieurs riverains sont touchés par ce projet. À la mairie de Matam, l'équipe de la Banque mondiale et les gestionnaires du PIEG sont à la rencontre des citoyens impactés. Je suis fière, c'est pas quoi de l'argent. La Guinée, la population souffre le problème de l'eau à Conakry actuellement. 30 millions de dollars, c'est le montant injecté par l'institution financière pour accompagner le secteur de l'eau et de l'assainissement dans le Grand Conakry. Une conduite qui est toujours là, que nous sommes en train de remplacer, datant de 1940 et quelques. Donc avec ces activités et l'appui de la Banque mondiale, ça nous permettra de résorber un peu la capacité nominale de la production ici. Il y a au moins 2000 clients ou 3000 qu'on a à Matam, mais à date, il n'y a que 25% qui sont desservis. Donc dès qu'on va finir d'installer ces conduites, on aura 20 000 mètres cubes d'eau supplémentaires qui seront distribués dans le réseau et permettra davantage de desservir la population à leur grande satisfaction. Avec la délégation de la Banque mondiale, le ministre de l'économie et des finances et moi-même sont venus constater le niveau d'avancement des travaux et nous constatons que les travaux évoluent à grands pas et conformément à ce qui a été dit par le coordinateur, ils sont actuellement à 50%, qui a été aussi validé par le contrôleur des travaux et nous pensons qu'à l'allure, la date prévue pour l'achèvement des travaux sera effectivement respectée. En décembre, le projet urbain Eau de Guinée sera clôturé. Mais déjà, les acteurs veulent appuyer sur l'accélérateur en vue d'absorber 16 millions de dollars qui doivent être investis entre Kaloum et Koya les 10 prochains mois. Après des années de collaboration avec la Guinée, Vincent Martin fait ses adieux au ministre des Affaires étrangères. Il était coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée. Le diplomate retient de la Guinée de très bons souvenirs. Reportage Makemedunzo. La fin d'une aventure. Le coordinateur résident du système des Nations Unies s'en va. Le temps des adieux est émouvant, mais l'émotion cède au rappel du travail bien accompli. Des souvenirs très émouvants. La Guinée, les Guinéennes et les Guinéens m'ont vraiment touché au cœur. Donc je repars avec de très beaux souvenirs, beaucoup de liens d'amitié, des liens très très forts. Je crois liés à tout jamais à la Guinée maintenant. Sa population, sa gentillesse, son amour de l'accueil des étrangers, sa résilience dans la difficulté. Moi j'ai vu des femmes, des jeunes, des hommes, des leaders dans tous ces domaines qui ne baissent jamais les bras et qui veulent le meilleur pour leur pays. Et moi je pense que la Guinée mérite vraiment le meilleur. Dr Kouyaté salue l'efficacité des actions menées par les Nations Unies sur le terrain. Une collaboration sincère pour accompagner la transition guinéenne. On se sépare d'un grand diplomate qui a travaillé avec nous avec beaucoup d'engagement, beaucoup de courage, beaucoup d'innovation. Donc je voudrais, au nom du chef de l'État, lui dire merci pour tout ce qu'il a donné, même au-delà des heures de travail. C'est normal, les Nations Unies sont un partenaire important pour nous et je suis sûr qu'il sera notre ambassadeur à l'extérieur pour dire ce que nous voulons pour notre pays et comment nous voulons le faire avec tous nos partenaires. Au nom du chef de l'État, le ministre Morissanda Kouyaté a remis un cadeau symbolique aux diplomates partants en souhaitant un bon retour après de bons et loyaux services rendus à la Guinée. Hors de nos frontières aux États-Unis d'Amérique, le ministre de la Justice a rencontré l'administrateur du groupe de l'Afrique francophone de la Banque mondiale et son staff à Washington DC. Alphonse Charles Wright et Abdul Salam Bello ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la bonne gouvernance et la construction d'infrastructures pénitentiaires viables. Depuis Washington, suivez ce compte-rendu de notre envoyé spécial, Makali Souma. Nous sommes à Washington DC, la capitale politique des États-Unis d'Amérique avec ses symboles historiques.
Et c'est là également où se trouve le siège de la Banque mondiale, où a été reçu le ministre guinéen de la Justice par Abdoul Salam Bello, l'administrateur du groupe francophone de la Banque mondiale et tout son staff. Charles-Alphonse Wright est venu leur faire des requêtes sur les questions de bonne gouvernance, de reddition de comptes et de renforcement de capacités judiciaires. C'est par rapport au fonds d'indemnisation des victimes. Il faut, comme ils l'ont dit, faire une étude d'impact du procès du 28 septembre par rapport aux victimes. Est-ce qu'il faut quantifier en termes statistiques quel est l'impact de ce procès? Parce que, comme vous le savez, les partenaires, ils ont besoin des statistiques, ils ont besoin à ce que nous puissions fournir des données claires et précises. Après avoir suivi avec intérêt le ministre de la Justice, Abdoul Salam Bello a mentionné plusieurs options en ce qui concerne l'accompagnement de la Banque mondiale. Nous avons parlé aussi de la situation en Guinée, notamment le procès du 28 septembre, et aussi comment est-ce qu'on aide la Guinée à renforcer ses capacités sur les questions judiciaires, pénitentiaires, entre autres, et comment est-ce qu'on peut jouer un rôle plus efficace pour aider le pays à mobiliser plus de ressources, à renforcer ses capacités sur cet agenda qui, nous pensons, est extrêmement important. Bonne gouvernance, reddition des comptes, renforcement de capacités judiciaires, construction d'infrastructures judiciaires et pénitentiaires, fonds d'indemnisation des victimes du 28 septembre, voilà les questions sur lesquelles le pôle économique guinéen pourrait travailler et présenter un narratif lors des assemblées de printemps de la Banque mondiale pour un plaidoyer fort en faveur de la Guinée. Il nous a clairement dit qu'ils sont prêts à accompagner la Guinée. Vous savez, au niveau de la Banque mondiale, la fonction de gouverneur de la banque est assurée par monsieur le ministre des Finances. Nous allons travailler dans le cadre de la solidarité gouvernementale à pouvoir porter un mémorandum qui va décrire les objectifs du département de la justice dont la Banque mondiale est prête à accompagner. Avant de quitter Washington DC, le garde des Sceaux s'est rendu à l'ambassade de Guinée à Washington pour rencontrer les autorités et tout le personnel de cette représentation diplomatique guinéenne aux États-Unis d'Amérique. Charles-Alphonse Wright a donné des conseils sur comment porter haut la Guinée à l'international avant de faire une communication sur la vision du CNRD, souvent mal comprise. Des infrastructures modernes seront construites pour les fonctionnaires de police dans les localités de Fria. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé au lancement des travaux. Le chantier commence par la construction d'un commissariat. Reportage Souleymane Kondé, Diarra Diallo. La tranquillité dans la cité minière de Fria, au cœur de l'action publique. Sombori est mobilisé pour accueillir le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans son agenda, un projet pour assurer la continuité des missions de protection. Le dispositif s'intéresse tout d'abord au bien-être des forces de sécurité. Une première dans la cité de l'Alumine. Voilà la première cité d'Alumine en terre africaine qui va connaître inéluctablement l'implantation d'un commissariat central digne de nom depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Le futur commissariat central de Fria sera bâti sur une superficie de 3000 m², composé d'un bâtiment principal R+1, des latrines, d'un dortoir. Un nouveau jalon qui permet aux citoyens d'être plus facilement en contact avec les agents pour pacifier et réguler l'espace public est mis. Le ministre Bachir exprime cette volonté afin de changer progressivement les conditions de travail des fonctionnaires de police. Point n'est besoin de rappeler que notre pays vient de très loin. Cette volonté de doter toutes les préfectures de l'intérieur des infrastructures modernes pour les services de police et de protection civile découle de la volonté du chef de l'État qui en a fait de cela une priorité de la transition. La réalisation de ces infrastructures va se poursuivre dans les autres régions administratives grâce au soutien et à l'appui du gouvernement sous le leadership éclairé de Monsieur le Président de la Transition. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile insiste sur le respect du délai contractuel.
Des instructions fermes sont données à l'entreprise pour livrer le bâtiment après 6 mois. Éducation, et on s'intéresse à l'authentification et la sécurisation des diplômes. Le sujet est au cœur d'une rencontre à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, rencontre à laquelle Dr Diaka Sidibé a communié avec les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur et les centres de recherche du pays. La réforme des programmes s'est également invitée dans les débats. Mounir Bari était présent. C'est une rencontre d'orientation élargie aux recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur et les centres de recherche du pays. L'un des objectifs majeurs du Conseil élargi aux recteurs et directeurs généraux délocalisés à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, c'est l'harmonisation et la sécurisation des diplômes. Nous sommes déjà très loin dans la sécurisation des choses. Tous les documents délivrés sont aujourd'hui sécurisés. Avec les nouvelles technologies, la transformation d'un document, c'est un simple exercice que n'importe quel technicien de l'informatique pourra le faire. Mais il est donc le devoir de l'enseignement supérieur de prendre conscience et d'harmoniser les idées par rapport à la décision qu'il faut prendre pour au moins sécuriser les diplômes que nous faisons. Conformément à la lettre de mission assignée au département par le chef de l'État, Dr Diaka Sidibé et son équipe ambitionnent une réforme structurelle de l'enseignement. Je cherche à mettre en place un document sécurisé que toutes les institutions publiques vont utiliser avec des plateformes d'authentification de ces diplômes. Un des points saillants de ce conseil, c'est l'harmonisation et la sécurisation des diplômes universitaires, traçables et authentifiables de façon électronique. Par ailleurs, il va y avoir une base de données de tous les diplômes déjà délivrés ces dernières années dans nos institutions d'enseignement supérieur. Le diplôme est un document unique, délivré une fois, donc il ne devrait pas y avoir de duplicata. La sécurisation et l'authentification des diplômes universitaires sont au cœur des priorités des autorités. Un engagement auquel les recteurs et directeurs généraux souscrivent pour plus de performances et de résultats. Même registre bientôt les examens de fin d'année. À cet effet, le ministère de l'enseignement préuniversitaire multiplie des formations en faveur des enseignants pour qualifier le système éducatif guinéen. Younoussa Tawel Kamara. Dans quelques mois, les candidats aux différents examens vont affronter les épreuves de fin d'année. En prélude à ces examens, les autorités éducatives sont à pied d'œuvre pour éviter les erreurs du passé, d'où ce renforcement des capacités des enseignants du secondaire des écoles publiques et privées de la capitale. Lors des examens nationaux de session 2022, nous avons enregistré un taux élevé d'échec lors des examens et c'est pourquoi le gouvernement nous a interpellés à trouver des solutions pour remédier cet état de fait. Ce qui a fait que l'une des solutions proposées, c'est le renforcement des capacités de tous les enseignants à l'élémentaire et au secondaire en technique pédagogique et didactique pour vraiment les outiller afin qu'ils puissent améliorer leur pratique de classe. Les difficultés d'apprentissage sont souvent liées au manque d'outils et au manque de la pédagogie. Et quand on parle de la pédagogie, nous allons faire en sorte que tous les enseignants guinéens ne se donnent plus comme problème, c'est-à-dire les méthodes d'enseignement. Nous allons renforcer les capacités de nos enseignants pour faciliter les méthodologies dans nos salles de classe. La résolution de quelques problèmes dans les matières comme la physique, les mathématiques ou encore la chimie était au centre de ce renforcement des capacités de ces enseignants du secondaire. Globalement, nous avons pu lire un programme, établir la progression du programme, mais aussi élaborer des fiches de préparation. L'être humain ne peut pas être satisfait à 100%, mais nous pouvions dire que nous sommes satisfaits à 90%. Par cette initiative, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation veut qualifier davantage le système éducatif guinéen pour des examens sans fausse note. La célébration de la journée mondiale de la radio rurale de l'Abbé a abrité la cérémonie. Plusieurs personnalités ont pris part à cet événement. Alpha Isiagaba, Sarafdin Diallo. Depuis 2011, le mois de février est choisi pour célébrer la radio à travers le monde. Maillon indispensable dans l'écosystème médiatique, la commémoration en différé de cette journée mobilise les différents représentants des médias et amoureux de la radio à l'Abbé.
Le thème de la 12e édition que nous commémorons en différé aujourd'hui est Radio et paix et d'une importance capitale. Nous savons que la radio est un acteur important et un élément essentiel dans le maintien et la consolidation de la cohésion sociale. Si vous avez remarqué depuis le 5 septembre, un certain nombre d'initiatives ont été prises par le président de la transition pour faire en sorte que la liberté de la presse soit une réalité dans notre pays et que les journalistes puissent travailler dans des conditions les plus optimales pour faire leur travail et faire en sorte que notre pays traverse cette transition dans de meilleures conditions. Pour marquer l'événement, c'est la radio rurale de l'Abbé, l'une des toutes premières stations du pays qui abrite les festivités. Au cours de cet événement, la radio épée à l'ère de la démocratie largement développée. Et je souhaite que la tenue de cette journée sensibilise aussi bien l'opinion que les décideurs pour restaurer, pour améliorer, si vous voulez, l'honorabilité des radios et l'efficacité de la lutte pour la paix, pour le maintien de la paix et la consolidation de la paix. L'ancienne station de la radio rurale de l'Abbé, qui est normalement la première radio de Guinée, radio rurale de Guinée, aujourd'hui ne ressemble à rien. Cette radio a été pendant longtemps abandonnée. Ce chantier vient me reconforter. Ce que je promets, c'est de talonner les autorités pour leur dire, s'il vous plaît, terminez ce chantier parce que ça y va du meilleur travail que nous avons à offrir à la population de Guinée, surtout particulièrement aux habitants de la région de l'Abbé. Avant d'achever son séjour de travail, la directrice générale de la radio rurale de Guinée a visité les locaux de la radio rurale de l'Abbé et rencontré ses cadres pour la bonne marche de ce médium de proximité. Dans l'actualité également, la Guinée, tout comme les autres pays statutaires de la zone de libre-échange économique continentale et africaine, s'adapte progressivement aux instruments réglementaires de ce marché unique. La Direction nationale du commerce extérieur vient d'organiser une journée de sensibilisation et d'information à l'intention des PME. Abdul Karim Kamara. Depuis 2 ans, la passerelle des marchés communs est jetée entre les 55 pays de l'Afrique. Pour l'instant, il existe des restrictions, notamment les barrières non tarifaires. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, un mécanisme de suivi et d'élimination de ces barrières de la ZLECAf est mis en place. Il s'agit pour la Direction nationale du commerce extérieur d'aider les PME et opérateurs économiques informels de tirer profit des opportunités offertes par les accords commerciaux. Le peu de produits que nous fabriquons dans notre pays, il ne faut pas aussi que ces produits ne puissent pas accéder à d'autres marchés juste par concurrence déloyale des autres États. Donc ils doivent le comprendre et savoir qu'il y a des mécanismes qui existent et qu'ils ont des partenaires et que nous sommes à leur côté. Cette journée de sensibilisation concerne tous les segments du secteur privé. Les acteurs sont outillés sur le signalement des barrières non tarifaires et les procédures de suivi et de résolution. Si les acteurs sont bien informés de ce qu'il faut faire, je crois qu'ils ne seront plus dans des situations qui puissent faire en sorte que leurs activités, ils rencontrent des difficultés sur la route. Et s'ils rencontrent des difficultés, ils peuvent prendre des dispositions et relayer ça à qui de droit pour que les mesures soient levées. Donc ce que j'attends d'eux, c'est un rapport vraiment avec des contributions enrichies sur lequel on va pouvoir apporter des éléments d'orientation stratégique, des éléments politiques, pour que, avec l'espoir que la Guinée, en tout cas d'ici 10 ans, soit un pays fort et compétitif. Ce mécanisme de signalement, de suivi et d'élimination des barrières non tarifaires est établi conformément aux dispositions de l'annexe 5 du protocole sur les marchandises de la zone de libre-échange continentale africaine. La protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique touche le bassin du Niger. Un fonds régional d'adaptation est mis en place pour accompagner les pays membres. Les acteurs étaient récemment à Kankan pour faciliter le mécanisme de financement des projets. Explication Diamoukaba. Le fleuve Niger, un véritable poumon économique et environnemental de l'Afrique de l'Ouest. À cheval sur 9 pays, les effets du changement climatique n'épargnent pas cette vaste étendue d'eau. Au sommet des États, sa sauvegarde est au cœur des priorités. Pour baliser ce chemin promoteur,
Un fonds régional d'adaptation au changement climatique est mis en place. Son opérationnalisation mobilise les acteurs à Kankan. Il est question de rencontrer les différents acteurs utilisateurs de l'eau dans nos bassins afin de recueillir leurs préoccupations et voir dans quelle mesure ils pourraient contribuer à la mise en place de ce fonds. Le FRAC vient solutionner beaucoup de problèmes de distance, beaucoup de problèmes de matériel, beaucoup de problèmes financiers pour que les projets soient financés directement à la base. Ce mécanisme de financement vient renforcer la résilience des écosystèmes. La Guinée, pays membre de l'autorité du bassin du Niger, renouvelle sa détermination à accompagner les nouvelles orientations. Pour la réussite de ce combat, nous allons nous mettre à la tâche auprès des communautés pour les sensibiliser afin qu'ils puissent changer des mentalités. Vous avez vu, avec les changements climatiques, il y a beaucoup de phénomènes, il y a des causes, il y a des conséquences. Et les conséquences sont vraiment néfastes pour toute la Guinée. À travers cette concertation nationale, un plan d'action est à valider pour aider la zone à s'adapter au changement climatique. Une zone de pêche et d'agriculture à préserver jalousement pour intensifier la préservation de la biodiversité tout au long du grand bassin versant du fleuve Niger. Autre lutte, c'est celle de la désertification. La Guinée tient au respect de ses engagements mondiaux en faveur du climat. Le pays vient de présenter son 4e rapport axé sur la problématique. Mamadou Alpha Baldé. La lutte contre la désertification et la dégradation des terres, une grande priorité nationale. Le phénomène, principalement causé par l'homme, contribue à accentuer l'insécurité alimentaire et l'érosion des terres. À travers le monde, 4% des terres ont déjà disparu selon les Nations Unies, une menace que chaque pays tente de surmonter. Nous sommes aussi au ministère de l'Environnement, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, nous devons promouvoir les techniques de restauration. Les techniques de restauration qui vont nous permettre de récupérer les terres qui ne sont pas exploitables aujourd'hui, mais surtout de prendre des mesures pour éviter la perte de nouvelles terres compte tenu des enjeux et des besoins de fourniture de denrées alimentaires pour nos populations. Cette rencontre marque la présentation du rapport pays fourni tous les 4 ans. Il consigne les efforts des pays dans la lutte contre la dégradation des terres, les risques actuels et orienter les prises de décision. Les activités en lien avec la Convention de désertification, c'est toutes les activités de réforestation, de reboisement, c'est-à-dire de restauration des terres dégradées, des écosystèmes, des jachères agricoles dégradées. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, concentre les attentions et se doit d'atteindre la neutralité de la dégradation à l'horizon 2030. Le pays abrite pas moins de 14 bassins transfrontaliers. Et cette bonne nouvelle pour les autorités sanitaires des régions de Zérékouré et Farana, elles bénéficient d'un espace de stockage des produits pharmaceutiques hors usage, une initiative de l'USAID à travers son projet PSM. Mamadi Gassama. À l'image de la région de Boki, les régions de Zérékouré et Farana bénéficient également de l'attention de l'USAID à travers son projet PSM. 2 conteneurs de 40 pieds sont mis à la disposition des autorités sanitaires pour servir d'espace de stockage des produits pharmaceutiques hors usage. La remise de ce conteneur constitue pour nous un ouf de soulagement. Il est donc nécessaire et indispensable de retirer ces produits périmés de la manipulation du personnel de santé pour les stocker en lieu sécurisé en vue de leur destruction. Par rapport à l'installation du conteneur, la mairie s'est impliquée parce qu'ils viennent non seulement pour que nos citoyens reçoivent des bons traitements. Parce que si on laisse les produits là, les produits frélatés dans la circulation, ça agit beaucoup sur la vie de nos citoyens. Cette remise d'espace de stockage fait suite aux récentes opérations de collecte et de ramassage des produits pharmaceutiques dont les dates de péremption sont dépassées.
L'ambition est d'accompagner le ministère de la Santé dans sa mission de prévention et de préservation de la santé publique. Lorsque les produits hors usage ne sont pas rigoureusement gérés, ça peut s'échapper et tomber dans les mains de certaines personnes de la population. Raison pour laquelle nous saluons vraiment cet acte de l'USAID et nous ferons tout pour que les produits hors d'usage soient collectés et déposés dans ce conteneur-là. Au compte de ces deux régions, les opérations de ramassage ont permis de retirer plus de 28 tonnes de produits pharmaceutiques hors usage. Et on se pose à présent au Burkina Faso où le FESPACO 2023 est lancé. La Guinée est au rendez-vous de ce grand événement du cinéma africain. Notre pays est représenté par 2 films qui sont en compétition avec une centaine d'autres. Après une première projection, l'espoir est permis de ramener des prix au bercail. On en sait plus avec notre envoyé spécial Ousmane Ba. La Guinée signe son retour dans le cinéma africain. Au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, ce sont 2 cinéastes qui représentent le pays. À travers les réformes mises en place, le secteur sort de sa léthargie. À cette édition de 2023, la Guinée est présente dans toutes les catégories et c'est le ministre Alpha Souma en charge de la culture qui conduit la délégation. Les nouvelles autorités que nous sommes, que prenne la République aussi, a donné une orientation claire. Il faut que la culture réoccupe sa place. Et pour cela, le cinéma a une place de choix dans les industries culturelles et créatives. Et ce cinéma-là, nous voulons le porter très haut. Mais on ne peut pas le faire sans volonté politique. C'est pour ça que je suis là en tant que ministre, pour accompagner les jeunes dont les films ont été sélectionnés. Il faut aussi retenir la participation remarquable de la Guinée à cette 28e édition. Au niveau de toutes les catégories et de tous les panels, les Guinéens sont représentés. Donc ça veut dire quoi? Il y a des réformes, mais au niveau même de la production et de la promotion, il y a aussi une grande participation de la Guinée au FESPACO. Les 2 films guinéens déjà projetés pour une première fois donnent de l'espoir parmi une centaine d'autres venus d'ailleurs. Le film réalisé par Thierno Souleymane Diallo parle de l'histoire du cinéma de l'Afrique francophone. Quant au court-métrage de Ramatoulaye Ba, c'est l'immigration clandestine chez les élèves qui est mise sur scène. C'est avec une grande note d'espoir que nous sommes là. L'espoir parce que nous apportons notre mot à dire dans la création de la culture cinématographique africaine aujourd'hui. La compétition se poursuit ici à Ouagadougou sur différents sites. Les prochaines projections permettront d'être mieux situés sur les récoltes de chaque participant. Et puis la consolidation de la paix et de la cohésion sociale était au cœur d'une série de sensibilisations et de prières organisées par les sages de la Basse-Côte sur initiative de Kounti Guibé. La cérémonie a été présidée par le président du Conseil national de la transition, Souleymane Kondi Mangué Dantoumassouma. 2 jours durant, des délégués religieux venus des 8 préfectures de la Basse-Guinée et des 6 communes de Conakry étaient en conclave à Koya. Objectif: faire des prières et bénédictions pour la paix, l'unité nationale et la réussite de la transition sous la conduite du CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Le choix de Koya par la Basse-Guinée est plein de symboles et de significations, à la fois porteur d'espoir. Parce que la Guinée maritime doit être le vivier de l'incarnation des vertus qui fondent la République. Parce que la Guinée maritime doit s'inscrire comme pionnière et boussole de notre pays. La Guinée Michel Ouoyi, Wongadien, Ouoyi Bagirera, Wafala Womadiebe, Wafala Wombare Yebe, Ineme Bas la Bessani, Sose Keremara, Baga Keremara, Mandeli Keremara, Laluma Keremara, Nalo Keremara, Fane Guinée, Nagamba Fanye Tongonani, Atamba Bafa Bas Guinée, Ana Samtibe Bas Guinée Canara. Ngafala Wobe, Ntamukuana Mageremade, Mamadi Doumbouya Bawobiya, Wotan Sose, Wotan Lalumai, Wotan Nale, Wotan Bagay, Wotan Sike Fini Bealia. Dans la nuit du vendredi, plus de 300 imams ont lu plusieurs fois le Saint-Coran dans la grande mosquée El Hadj Omar Kamara.
Pour la deuxième journée, dans la Maison des Jeunes, conférenciers et invités se sont relayés pour expliquer l'importance de la paix et ses avantages dans le développement et l'épanouissement de toute société. Mes chers imams, consacrez la prière pour la réussite des chefs de l'État. Priez Dieu pour l'accompagnement, pour que Dieu l'accompagne, lui donne la force à conduire la Guinée vers la prospérité, le développement durable et la stabilité politique. La population de Koya est en train de donner le signal du grand rassemblement prévu dans les valeurs du CNRD. Je prie Dieu que toutes les prières qui sont faites pour la transition, pour les acteurs de la transition et pour le pays, que Dieu les exauce. Cette initiative du Kuntigigbe de la Basse-Guinée a été une tribune d'échange entre les communautés dans l'unique but de préserver la paix, consolider l'unité et œuvrer pour une transition apaisée et réussie dans notre pays. Nous revenons encore sur ce communiqué de la primature. Le gouvernement a pris par voie de presse un communiqué signé du Forum des forces vives de Guinée appelant à une marche le 9 mars 2023. Le Premier ministre chef du gouvernement rappelle que le seul espace d'échange avec tous les acteurs politiques et de la société civile sur la vie de la nation est le cadre de dialogue inclusif interguinéen créé par décret D 2022-0427 PRG CNRD SGG du 9 septembre 2022 est placé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement. Toutefois, conformément à la politique de la main tendue du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le Premier ministre dans sa mission de rassembler les Guinéennes et Guinéens en vue de consolider la cohésion et l'unité nationale, invite l'ensemble des acteurs sociopolitiques réunis au sein du Forum des forces vives de Guinée à une rencontre ce mardi 28 février 2023 à 13h à la primature. Compte tenu de l'importance des sujets à débattre, la présence de tous les acteurs concernés est vivement souhaitée. Le Premier ministre chef du gouvernement, dans un esprit d'ouverture, réaffirme la ferme volonté du gouvernement d'œuvrer au maintien de la quiétude sociale dans le pays. Conakry, le 27 février 2023, la primature. Et puis restez avec nous dans un court instant, une déclaration du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation.